c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JC TV. Aujourd'hui, on continue les instincts de survie avec la série concernant les chercheurs avec le challenge solo difficile sur la campagne des Clés Écarlates avec le pool de cartes complet. Comme d'habitude, investigateur, deck et retour d'expérience. On s'était laissé avec Amanda Sharp qui avait réalisé une très bonne campagne avec un total de 36 XP sur son deck final, mais qui malheureusement n'avait pas pu venir au bout de la logique que j'avais voulu, à savoir un deck main pleine, et avait dû se contenter d'un deck méga pioche, à cause notamment de la faiblesse de base Paradoxe Quantique. Et comme je vous l'avais annoncé au cours de la dernière vidéo, il était logique du coup d'enchaîner pour venir reprendre ce petit échec de deck building. Il était logique du coup de continuer avec ni plus ni moins que Harvey Walters, le professeur, qui nous est arrivé avec les packs dits starter deck ou les packs investigateurs que nous connaissons tous. Harvey Walters a une statline plus que prometteuse avec 4 en volonté, 5 en intelligence, 1 en force et 2 en agilité. Franchement, pour un chercheur, on est aux petits oignons. Et le trait miskatonique, une réaction après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation. Cet investigateur pioche une carte, limite d'une fois par round. Son signe des anciens fait +1, piocher une carte. Il a 7 points de vie, 8 points de santé mentale, ce qui fait que, tout comme les investigateurs de Dunwich, les investigateurs des starter decks ont un total de santé, non pas de 14, mais bien de 15. Sa taille de deck 30, et sa construction de deck est strictement monocolore, avec des cartes chercheurs de niveau 0 à 5 et des cartes neutres de niveau 0 à 5. Bon, d'emblée ce qu'on peut dire c'est que la capa d'Harvey, à l'instar de tous les chercheurs qu'on a vus, a un rapport avec la pioche. Ici, ça nous permet d'avoir une deuxième pioche, donc en fait quelque part de piocher une carte supplémentaire. Ce qui, par rapport à la capa d'Amanda, par rapport à la capa de Joe, par rapport à la capa de Norman, est dans l'absolu un ton en dessous tant qu'on envisage ça du point de vue du solo. Ce qui est intéressant avec Harvey, c'est que sa capacité peut aussi viser le multi, puisqu'il s'agit bien non pas uniquement de lui, mais bien de n'importe quel investigateur dans son lieu. Ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'en termes de pouvoir brut, à mon avis, c'est quand même moins intéressant que l'ensemble des capacités qu'on a vues auparavant. Néanmoins, c'est quelque chose qui se marie bien avec le multi, et par ailleurs qui va très bien avec Harvey Walters et sa façon de jouer. Et son Elder Sign permet à lui tout seul de venir activer sa capacité de réaction. Alors oui, le signe des anciens, c'est pas quelque chose de fréquent, c'est pas quelque chose de fiable, néanmoins, il est bon de remarquer la cohérence, la redondance entre son signe des anciens et sa capacité, ce qui, quelque part, en tout cas pour moi, me plaît assez dans la construction d'un investigateur. Ça donne une vraie cohérence, un vrai corps à l'investigateur. On sent que son truc, c'est la pioche. Et puisque son truc c'est la pioche, évidemment, sa carte signature vient renforcer cette idée-là. Sa carte signature, le puits de science, un soutien qui coûte 3, qui a une icône de volonté, une d'agilité et une icône libre, qui a le trait de talent, deck d'Harvey Walters uniquement, bien évidemment. La taille de votre main est augmentée de 2, à l'instar de l'assistante de laboratoire. En réaction, après que vous avez enquêté avec succès, inclinez le puits de science, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur pioche une carte. Donc encore une fois, on voit bien toute cette mécanique, toute cette construction de Harvey Walters avec tout qui va dans un même sens, c'est-à-dire la pioche. Il n'y a pas des trucs qui sont un peu disparates. Tout est logique, tout va, comme je dis, dans le même sens, ce qui est quand même assez plaisant avec cet investigateur, ce qui est le cas de la plupart des investigateurs des starter decks, puisque voilà, ce sont des investigateurs qui ont été créés, destinés à relancer un peu la machine du jeu avec des personnes, avec, on va dire, la quête de nouveaux joueurs qui puissent raccrocher les wagons avec ces starter decks prêts, on va dire prêts à porter, entre guillemets, prêts à jouer, et en plus avec une facilité de deck building quasiment inexistante. Voilà. Sur sa faiblesse signature, maudite curiosité, révélation, pour chaque groupe de 3 cartes dans votre main, subissez un dégât. Cette faiblesse de Harvey fait très peur, a fait très peur et a notamment
ben, inciter les joueurs à ne pas jouer Harvey en tant que investigateur pour des decks main pleine, puisque voilà, à chaque groupe de 3 cartes, certes Harvey a 7 points de santé, néanmoins, qui dit pioche dit recyclage de deck, dit possibilité de piocher maudite curiosité plusieurs fois dans la partie, donc un risque on va dire non négligeable, qui n'a certes pas forcément d'énormes conséquences sur la suite de la campagne, néanmoins si on est vaincu avec maudite curiosité, on va commencer à avoir des traumatismes physiques. Avec une collection complète, honnêtement, on le verra, c'est pas plus embêtant que ça. Avec une petite collection, pas tant que ça non plus, mais il faut en tout cas la prendre en compte de façon à ne pas se faire surprendre. Ou alors décider de ne pas jouer un deck Harvey main pleine et se contenter juste de la pioche. Petite particularité sur Puits de Science, j'ai pas vraiment mis en lumière cela. La taille de la main, limite de la main augmentée de 2, c'est quand même aussi autre chose qui vient renforcer cette envie qu'on aura d'utiliser Harvey en tant qu'investigateur jouant sur une main pleine et non pas uniquement de la méga pioche. Ça vient aussi quelque part faire le boulot de l'assistante de laboratoire. On n'est pas obligé d'avoir l'assistante de laboratoire pour envisager d'augmenter la taille limite de notre main pour la partie, ce qui libère donc le slot d'alliés et nous permet peut-être d'aller récupérer des alliés pour des effets autres que juste avoir de la pioche. On va donc passer au deck. Le deck initial, et comme vous pouvez le voir, c'est la première fois, il n'y a pas apprentissage forcé, néanmoins il y a quand même 2 cartes à XP. Pourquoi? Eh bien, le hasard a fait que la faiblesse de base piochée était une offre impossible à refuser. Et je le précise, ça a bien été indiqué dans la FAQ et on peut le trouver facilement sur ArkhamDB dans la review de la carte une offre impossible à refuser. Il est bien précisé que si jamais on tire cette faiblesse comme faiblesse de base aléatoire, on peut dépenser immédiatement les XP pour réaliser les achats qui vont bien. Ce qui m'a permis d'une part d'acheter une pierre ancienne. Suite au succès, à la réalisation qu'on avait eu avec Amanda, je me suis dit on va enfoncer le clou pour voir si c'est toujours aussi stable, c'est toujours aussi efficace. Et puis par ailleurs, c'est l'un des meilleurs outils de gestion des ennemis avec Harvey Walters, puisqu'il a énormément de pioches à l'instar d'Amanda. Et des recherches poussées, cet événement qui nous permet de découvrir 2 indices dans notre lieu, moyennant un coût exorbitant pour la version 1 XP de 10 et de 12 pour la version de niveau 0, mais dont le coût est réduit pour chaque carte qu'on a dans notre main. Comme on veut jouer un archétype main pleine, ça va très bien dans ce deck. Autre particularité du deck, on voit qu'il y a apprentissage forcé, puisque je n'ai pas 30 cartes dans mon deck, mais j'en ai bien 45, et donc ça fait un bon paquet de choses. Voilà pourquoi certains seront peut-être choqués de voir autant de soutien occupant des slots de main. Oui, il y en a pas moins de 7. Néanmoins, je vous rassure, tous ne sont pas joués en même temps, ce n'est juste pas possible. Et il y a plutôt une rotation ou alors un effet, on va dire, de défausse suite à apprentissage forcé à prendre en compte. Je le rappelle, l'apprentissage forcé nous permet lors de notre entretien de piocher 2 cartes, d'en choisir une et de défausser l'autre. Ce qui fait que dans le deck, de façon globale, vous avez quand même un certain nombre de cartes qui, on va dire, sont pas des choix, sont pas des premiers choix, sont peut-être plus des deuxièmes choix, voire sont spécifiquement là, tantôt pour être défaussé avec apprentissage forcé, tantôt pour essayer d'activer la capacité du sérum d'amplification des rêves. Et c'est notamment le cas des révélations stupéfiantes. Je n'ai absolument rien dans mon deck pour aller effectuer un effet de recherche, sauf erreur de ma part, mais vraisemblablement là comme ça en regardant tout, il ne me semble pas. Néanmoins, le fait d'avoir les révélations stupéfiantes, c'est des cartes en plus qui vont être défaussées avec apprentissage forcé, ou alors ce seront des cartes que j'aurais piochées en dehors de la phase d'entretien qui me permettront peut-être, je l'espère, d'activer le sérum d'amplification des rêves. Au niveau du coup du combat, bon on le voit, j'ai le lexique occulte, qui du coup est un livre, et j'ai, mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Si j'ai le pouvoir de l'esprit, pour effectuer des fuites, mais on est d'accord, le deck de niveau 0 est plus que léger en XP. Par rapport aux autres chercheurs, j'ai encore moins de choses pour combattre, encore moins de choses pour fuir. Bon, néanmoins, le lexique occulte nous permet quand même d'avoir un certain nombre
de Pacte de sang, il me semble. Non, pas Pacte de sang. Oh, je sais plus. Pacte de sang, c'est la carte mystique. Bon, je sais plus comment s'appelle la carte liée au lexique occulte, mais bref, c'est une carte qui vous permet de piocher 2 cartes, puis défausser des ressources ou pas pour effectuer autant de dégâts à un ennemi sans test. C'est ça qui est intéressant avec Harvey. Donc voilà, en termes de combat, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout, mais ça s'améliore très très vite avec les XP. Sur l'enquête, bah, évidemment, là c'est le gros du truc. Les mémoires macabres, la loupe, les fragments de Célano. Alors, les fragments de Célano, vraiment, c'est une carte qui va très bien à Harvey. De toute façon, c'est sorti dans son pack, donc c'est logique. Et bah, ça permet quand même de bien se booster en intelligence. Encore une fois, on est en solo, on n'a pas besoin de ramasser des indices à l'appel. Oui, j'ai des déductions de façon sporadique, et honnêtement, c'est pas forcément les cartes que je privilégiais sur apprentissage forcé. Parce que Harvey découvre les indices avec une facilité tellement déconcertante que les déductions ne sont pas forcément nécessaires en solo. Après voilà, le deck, étant donné qu'il est orienté main pleine, qu'il y a beaucoup de soutien à poser quand même, en tout cas, il y a un certain nombre de soutiens à poser, il est vrai que j'ai privilégié pas mal d'événements rapides, comme les écrits cryptiques pour récupérer des ressources. J'ai beaucoup de pioches, donc les écrits cryptiques viennent rapidement combler ma réserve de ressources, parce qu'encore une fois, il faut les payer, tous ces soutiens. Élucider l'affaire, ok, peut-être qu'avec tous les chercheurs, et notamment en multi, c'est pas forcément la meilleure carte pour avoir des ressources, néanmoins en solo, et qui plus est avec Harvey, on vide des lieux à 4, voire à 5 de valeur occulte, sans trop de difficultés, même en difficile. Donc élucider l'affaire est vraiment une carte de choix ici. Bon, les raccourcis, les suivre son intuition, toujours pour gagner un peu en tempo. Parce que mine de rien, voilà, on va devoir essayer de rattraper le tempo qu'on aura perdu en s'équipant des fragments, des mémoires, peut-être du lexique, la pierre ancienne, et puis aussi le fait de découvrir, de transcrire la pierre ancienne. Petite mention aussi à illumination ésotérique, même si j'y reviendrai par la suite, ça permet de me donner un emplacement de main supplémentaire, ce qui faisait que je pouvais avoir 2 fragments de Célano et le lexique occulte dans mes mains, pas mal. L'étrange solution qui finalement, il me semble que je l'ai abandonné sur le deck final. Après bon, c'est pas bien grave encore une fois d'avoir un peu de déchets dans un deck à 45 cartes avec une carte sur 2 défaussée à chaque fois. L'assistante de laboratoire quand même, ce que j'aime bien, et puis je la jouais pas si souvent que ça, donc franchement, malgré le fait qu'avec Amanda, elle n'est pas forcément brillée, je me suis dit bon, on va sortir un peu de Malesson et on va venir piocher encore plus. Surtout que en attendant plus de science, c'est quand même sympa d'avoir cette augmentation de la taille de main de 2. Milan, bon voilà, un classique qu'on ne présente plus. Après, bon, rien de plus en particulier. Si peut-être que vous allez vous poser la question de établir des connexions, cet événement qui coûte 4, et qui nous permet, une fois qu'on a découvert le dernier indice de notre lieu, de découvrir 2 indices dans un lieu dont la valeur occulte est strictement inférieure. Oui, effectivement, en solo, peut-être pas. Néanmoins, ça a 2 icônes d'intelligence, donc déjà pour le boost, c'est toujours intéressant. Et par ailleurs, ça fait partie de ces deuxièmes choix, donc des choses qui ne sont pas privilégiées avec apprentissage forcé. Néanmoins, en multi, on le verra, établir des connexions est quand même un morceau de choix. Allez, je passe sur le reste parce que bon, c'est quand même pas très compliqué. C'est vraiment un deck enquête, enquête, enquête. On va le plus vite possible enquêter en posant nos trucs. Et on essaie de ne pas se faire déborder par les mobs. Au niveau de la courbe de coût, on le voit, énormément de cartes qui coûtent 0. 10 cartes qui coûtent 0, 8 cartes qui coûtent 1, 2 cartes qui coûtent 6. Donc en plus, c'est quand même tronqué avec apprentissage forcé. Il y a quand même beaucoup de cartes qu'on ne jouera pas 2 fois. On ne va pas jouer 2 fois les mémoires macabres, par exemple. On ne va pas jouer 2 fois le sérum d'amplification des rêves. On ne va pas jouer 2 Milan. Tout ça, c'est sûr. C'est aussi l'avantage d'apprentissage forcé, c'est qu'une fois qu'on a posé l'un de ces trucs, l'autre, en fait, on s'en fiche. Et du coup, on peut peut-être récupérer des icônes, d'établir des connexions ou autres. C'est quand même assez intéressant. Au niveau des icônes, pas de surprise. Pas moins de 42 icônes d'intelligence, ce qui encore une fois est tronqué, étant donné qu'on a plus de cartes que dans un deck standard, mais ce qui fait quasiment une icône d'intelligence par carte. C'est-à-dire que, grosso modo, quelle que soit la carte que j'ai dans ma main, j'ai au moins une icône d'intelligence dessus. Ce qui, pour booster les tests, est quand même pas trop mal, parce que oui, même si on est capable d'enquêter sur des lieux à 4 ou 5, il faut quand même se booster un minimum.
évidemment, vous l'avez compris, on est là sur un deck méga pioche avec cette finalité que Amanda n'avait pas réussi à atteindre, qui est la main pleine. Méga pioche, on va dire que c'est le stade 1 de la main pleine, et la main pleine, c'est la sublimation de la méga pioche en arrivant à retenir du coup les cartes en main et en tirer parti. Et ce, malgré maudite curiosité, comme on va le voir par la suite. Le deck final, du coup, voilà, il y a des XP dans tous les sens. Un total de 34 XP, un peu moins qu'Amanda. J'avais un total de 35 XP de mémoire. Et bon, ben voilà, il me reste un petit XP que je n'ai pas dépensé. Alors, bon, déjà, la pierre ancienne, on est resté sur connaissance des anciens pour envoyer les dégâts, encore une fois, avec le nombre de pioches que j'ai, ne serait-ce qu'avec la capa d'Harvey, ça me permet déjà de piocher une carte via un effet de carte, plus sa capa, ça fait déjà 2 dégâts assurés. Pour la petite histoire, j'avais fait un peu moins bien qu'avec Amanda, j'avais réussi une enquête à plus 7, donc j'avais 7 secrets, non pas 8. Après, voilà, on a pris des cartes pour continuer à piocher, le totem macabre de niveau 3, le monde de niveau 3, parce qu'il n'y a que le monde de niveau 3 de toute façon. On a pris le pouvoir de l'esprit de niveau 2 une fois, parce qu'on avait assez d'XP pour le faire. C'était assez intéressant, assez sympa le pouvoir de l'esprit de niveau 2, pour additionner en fait notre intelligence à la force ou à l'agilité, notamment à l'agilité de façon en fait à fuir des ennemis, plus ou moins embêtants, et en prime piocher une carte. Les planques de niveau 2 qui me permettent de gagner 3 ressources, donc améliorer mon économie et de piocher une carte. Et puis après, bon voilà, les recherches poussées de niveau 1 pour venir améliorer la recherche d'indices sur des lieux où la valeur occulte serait un poil trop importante, ou si jamais on n'a pas forcément ce qu'il faut, on n'est pas stuff. Après, les recherches poussées, encore une fois, c'est 2 icônes d'intelligence. Si on les joue pas, on peut les attribuer. Énigme existentielle, une carte très très sympa qui est sortie avec l'éclès écarlate, qui nous permet, moyennant une discussion, d'échapper à un ennemi et de le rendre distant. Donc ça, c'est vraiment sympa, un ennemi non élite, je précise. C'est vraiment très très sympa, et c'est vrai que ça donne une belle amélioration par rapport à Persuasion, qui est un événement chercheur de niveau 0. Alors quand je dis amélioration, c'est pas une version up de Persuasion, néanmoins, on pourrait l'assimiler à ça. Ça fait plus ou moins la même chose, c'est mieux, c'est plus puissant parce que ça donne distant à l'ennemi, alors que Persuasion le remet dans le deck, donc on risque de le retrouver. Après voilà, Persuasion permet d'échapper à des ennemis élites. Énigme existentielle, là comme ça de mémoire, on le revérifiera par la suite dans la vidéo, il me semble que ça ne concerne pas les ennemis élites, j'en suis quasiment persuadé. Oui, j'ai pris les segments d'Onyx, alors je les ai pris non pas pour jouer le pendentif, parce qu'encore une fois je voulais sortir un peu de ça, mais je les ai pris parce que c'est une myriade, et parce que je me suis dit, allez, ça va m'aider à, encore une fois, trig le sérum d'amplification des rêves. Enfin, un petit gilet pare-balles, et je reviendrai là-dessus par la suite. Mais voilà, un deck honnêtement qui, encore une fois, tout pour l'enquête et la pioche. Et franchement, ça a très très bien déroulé. À noter qu'une fois, j'ai pas réussi à payer mon offre impossible à refuser. Donc, offre impossible à refuser, c'est 5 ressources. Et une fois, du coup, au cours de la campagne, alors que j'ai joué 6 scénarios, j'ai pas pu les payer, ce qui fait que j'avais clause en petit caractère dans mon deck final, où il faut payer 7 ressources. Mais pour le coup, la fois où je l'avais pioché, l'avant-dernier scénario, l'avant et au dernier scénario, à chaque fois j'ai réussi à la payer. Ouais, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà, bon, des cartes à défausser, ça c'est bon. Sur le retour d'expérience, comme j'ai commencé à le dire, voilà, je voulais m'affranchir un peu des classiques, je voulais pas jouer Malesson, pas jouer les chaussures, pas jouer la carte, pas jouer le pendentif, même si j'avais les segments dans mon deck, je l'ai même pas joué sur le dernier scénario. Harvey n'en avait pas vraiment besoin. Et ça s'est quand même très bien passé, c'était très sympa de jouer Harvey, franchement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus poussif que ça, pas sur l'enquête, mais sur le gain d'action, sur la mobilité, etc. Et finalement, franchement, ça se fait bien, et sur la gestion des ennemis, entre la pierre ancienne, les énigmes existentielles, les pouvoirs de l'esprit, on finissait par s'en sortir quand même assez bien. Bon, encore une fois, voilà, c'est les clés écarlates, il ne faut pas la prendre en considération par rapport aux autres campagnes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans l'absolu sur la map. Voilà.
Dans les trucs qui ont très bien marché, bah, c'est la façon de mitiger maudite curiosité. Alors, de façon directe, tout simplement avec le gilet pare-balles. Voilà, ça a été, je crois, le premier up que j'ai pris à la fin du premier scénario. Tout simplement parce que bah, voilà, ça va me permettre de tanker 4, donc un dégât pour chaque groupe de 3 cartes dans ma main. Grosso modo, j'avais tout le temps entre 8 et 10 cartes. J'avais, allez, entre 7 et 8 cartes, le plus souvent. Parfois un poil plus, mais du coup, ça faisait qu'en gros, une fois, j'ai pris 3 dégâts avec maudite curiosité. La plupart du temps, c'était 2. 2 dégâts, finalement, ça a changé ma vision de la faiblesse. Je me disais que c'était vraiment dangereux pour Harvey, et s'il avait eu 6 points de vie, là, effectivement, c'eût été dangereux. Néanmoins, avec 7 points de vie, honnêtement, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher les 10 cartes pour être efficace avec Harvey, donc on n'aura pas systématiquement 3 dégâts avec mode curiosité, idem avec 9. Si vous vous débrouillez pour avoir toujours 8 cartes en main, je pense que c'est le bon palier. 8 cartes en main, c'est vraiment le bon palier. Ça active tous les effets intéressants qu'on verra par la suite avec l'archétype main pleine, et néanmoins, ça nous permet d'être juste au niveau inférieur, au palier inférieur, avant les fameux 3 dégâts de maudite curiosité, et en avoir que 2, ce qui fait que le gilet pare-balles peut la tanker 2 fois, donc on cycle le deck une fois, et on peut la tanker 2 fois, franchement ça le fait bien. Comme je dis, si Harvey avait été beaucoup plus déséquilibré, à l'instar de Daisy, qui a 5 en vie et 9 en santé mentale, là effectivement, maudite curiosité aurait été autrement plus problématique. Donc bref, le gilet pare-balles, une carte qui nous vient du corset, qui à elle toute seule, à mon avis, suffit à mitiger maudite curiosité. Ce qui veut dire, pour moi, que qu'on ait une collection complète ou pas, à partir du moment où on a le gilet pare-balles et donc la boîte de base, bah en fait, Harvey main pleine, ça se fait carrément bien. Alors oui, effectivement, avec une collection plus réduite, vous n'avez pas forcément les segments d'Onyx, mais c'est pas le cœur du deck. Le cœur du deck, honnêtement, avec le pack Harvey Walters, la boîte de base, et en allant aller, je pense, jusqu'à Carcosa, vous avez quasiment tout ce qu'il faut. Manquerait peut-être Énigme existentielle, qu'on a avec les clés écarlates, mais c'est un ajout. Et si vous êtes en multi, bah, vous avez un gardien qui va vous aider, qui va vous faire le taf pour vous. C'est sûr qu'en solo, peut-être que ce sera un peu plus compliqué, qu'il faudra avoir d'autres choses, peut-être encore une fois les étranges solutions pour combattre, ça peut se faire. Mais globalement, voilà, Harvey avec une collection réduite, même en solo, ou en tout cas pour mitiger maudite curiosité et du coup jouer pleinement ce qu'on veut faire avec lui, c'est-à-dire beaucoup de pioches et avoir une main remplie, moi, je pense que ça se fait sans aucun souci. Ce qui a bien marché aussi, c'est le gain d'action, mais autrement, c'est-à-dire pas encore une fois avec ce fameux pack, gain d'action mobilité. Et le pivot du deck, ce qui a vraiment permis au deck d'être ultra OP, vraiment, c'est Vision d'avenir. Pareil, voilà, le pack d'Harvey Walters, le soutien qui coûte 2 de niveau 4, une icône de volonté, une icône libre, le trait rituel en action gratuite. Lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision d'avenir, jouez un événement de votre main en payant son coût et ça occupe un slot d'arcane. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un exemple. Les effets de cartes les effets de cartes concernant l'archétype main pleine, main remplie, c'est 8, 5 ou 8. Ce qui fait que à ce niveau, encore une fois, de cartes à 8 est idéal, et notamment avec Vision d'avenir. Auparavant, avant d'avoir Vision d'avenir dans le deck, on était vraiment sur des tours en mode je pose un soutien, j'enquête, je me déplace, allez, j'enquête, j'enquête, je me déplace, j'enquête. Quelque part, ça allait vite, mais il y avait toujours une action dans l'eau, quasiment, où on prenait le temps de poser un soutien. Donc, c'est vrai qu'on perdait quand même un peu de temps. À partir du moment où on a eu une vision d'avenir, on a été moins dans une continuité. C'est-à-dire que j'étais moins en mode une action de stuff, une action d'enquête, un déplacement. J'étais plus dans un temps de mise en place, avec un gros mulligan pour essayer d'avoir un maximum de soutien et jouer le plus vite possible. Et derrière, une fois que j'avais à peu près 2-3 soutiens qui me permettaient d'être efficace, j'effectuais dans un deuxième temps tout un rattrapage d'action avec Vision d'avenir. Puisque du coup, on a quand même beaucoup d'événements dans le deck qui nous permettaient du coup de tirer parti d'un gain d'action quand même très sympa. Par exemple,
établir des connexions. Alors, encore une fois, sur le solo, moi, effectivement, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'étais dans un lieu à 4 et j'avais laissé des indices derrière. Bah, le lieu était à 3. Hop, j'ai récupéré un indice et non pas deux. Donc oui, ce n'est pas rentabilisé. En multi, ce sera très intéressant. En solo, moins, mais il fallait quand même le citer. Ce qui était beaucoup plus intéressant, évidemment, c'était les recherches poussées, parce qu'à partir du moment où on a vision d'avenir, en l'occurrence, il faut être, entre guillemets, pas trop mauvais. On a vision d'avenir en jeu avec 9 cartes, on joue notre 9e carte qui est recherche poussée. Elle ne coûte que 2 parce qu'on a 8 cartes en main, et donc à partir de là, on découvre 2 indices. Il m'est arrivé, 2 fois, je crois, de jouer recherche poussée pour 0. Alors oui, effectivement, je vous l'ai dit, il faut faire attention avec maudite curiosité. Néanmoins, elle était déjà passée, donc à partir du moment où elle était passée, j'en avais plus rien à faire. Et au niveau de la main, c'était freestyle, je piochais tout ce que je pouvais. Et du coup, bah, les recherches poussées, quand ça coûte 0 et en plus quand c'est rapide, en solo c'est bien, en duo c'est génial. Parce qu'encore une fois, voilà, souvent quand je jouais cette carte, bah, je découvrais qu'un seul indice parce qu'il n'y en avait pas deux. Mais quelque part, voilà, ça me faisait un suivre son intuition. Parfois qui coûtait 2, parfois qui coûtait 1 et parfois qui coûtait 0. Énigme existentielle, voilà, j'en ai déjà parlé, c'est bien un ennemi non élite dans notre lieu. Et encore une fois, ben, le test il est à 8 d'emblée, sauf que quand j'ai 8 cartes en main, ben, le test il est à 0. Donc on est plus que bien, on est vraiment plus que bien. Autre exemple, et là on commence à toucher tout le sel, le cœur du deck, en tout cas la machine, l'économie, c'est évidemment cette planque à 2 XP. Avec vision d'avenir, la planque à 2 XP, on la joue en rapide, on gagne 3 ressources et on vient piocher une autre carte. Donc on est descendu de 9 à 8 et on remonte à 9 et on rejoue autre chose. Et encore une fois, voilà, là, pour jouer les soutiens, pour piocher des cartes, et ben tout de suite c'est rapide. Qui plus est, on a la capa d'Harvey qui nous refait piocher derrière si on l'a pas encore utilisé. Et dans la même veine, on a étude nocturne avec vision d'avenir, ça coûte toujours 0. Et avec une enquête rapide, on gagne de ressources. Donc voilà, c'est vrai que au début, peut-être que vous vous êtes dit, ouais, mais attendez, tout ça, ça coûte super cher. Mais en fait, déjà d'emblée, on a ces événements, planques, études nocturnes, qui, moyennant des actions, nous permettent de renflouer les caisses. Après, comme j'ai dit, on a écrit cryptique et élucider l'affaire pour remplir les caisses de façon rapide. Mais une fois qu'on a vision d'avenir, en fait, nos événements qui nous filent des ressources sont tous rapides. Donc à partir de là, en fait, la machine avec Harvey est lancée. Alors oui, on n'a souvent qu'une vision d'avenir en jeu. Il m'est arrivé d'avoir les 2 visions d'avenir, les 2 exemplaires de vision d'avenir en jeu en même temps. Bon bah là c'était même un poil trop. Pas dans le sens c'était overkill, mais dans le sens où parfois, ben, en jouant autant de choses, ben, ça me permettait plus forcément systématiquement d'être à 8 cartes. Après j'étais à 8 cartes après la phase d'entretien, évidemment, et avec d'autres pioches. Mais c'est vrai que bah voilà, le régime, on va dire, de pioche et de nombre de cartes dans ma main, tant qu'il y a un seul vision d'avenir, il n'y a aucune difficulté à se maintenir. Dès qu'il y en a 2, bon, ça se fait, mais il faut peut-être l'anticiper un petit peu. Voilà. Un autre aspect du deck qui a particulièrement bien marché, j'avais commencé à effleurer le sujet, c'est la gestion des slots de main. Cela grâce à la carte Illumination ésotérique du pack d'Harvey Walters, encore une fois, qui permet d'augmenter la taille limite de ma main de 1 et d'avoir un emplacement de main supplémentaire pour utiliser un soutien livre. Ce qui me permettait en fait d'avoir ni plus ni moins que 2 exemplaires des fragments de Célano en main, avec en plus un 3e soutien qui occupait un emplacement de main. Grosso modo, ça se jouait entre le lexique occulte pour le combat, la pierre ancienne connaissance anciens pour le combat, et parfois, en tout cas au début de la partie, si j'avais pas ces 2 soutiens pour combattre, les mémoires macabres qui me permettaient en fait de piocher des cartes et donc de piocher, activer la capa d'Harvey, etc., etc., etc. Parce que bon, il faut bien le dire, réussir une enquête avec une différence de 2 ou plus avec Harvey qui est déjà à 5 plus 2 fragments de Célano, donc ça fait 7 plus les mémoires macabres 9, c'était pas bien compliqué. Dans les faits, Harvey, tout au long de la campagne, a oscillé avec une intelligence entre 6 et 9. En vrai, sur les tests d'investigation, évidemment. Hein. Donc avec les mémoires macabres. Et, en parallèle, j'ai toujours eu un Harvey qui avait entre 5 et 6 de volonté.
Enfin, donc ce qui aurait été un plus, c'est en fait de garder l'illumination ésotérique. À l'instar de ce que j'avais fait avec Amanda, je me suis dit, je vais continuer à jouer le sérum d'amplification des rêves, malgré le fait que ça ne me donnait pas tant de pioches que ça. Et du coup, je me disais, bon, allez, on va persévérer là-dessus, on va prendre les segments d'Onyx pour avoir encore une myriade, etc. Mais dans les faits, le sérum d'amplification des rêves occupant un slot d'arcane, je ne pouvais pas avoir et l'illumination et le sérum et au moins une vision d'avenir, donc j'ai décidé d'enlever l'illumination ésotérique. Honnêtement, c'était un mauvais choix. Il fallait virer le sérum d'amplification des rêves, et cela à deux égards. D'abord parce qu'on avait une pioche suffisante sans le sérum. D'ailleurs, le sérum m'a donné que très peu de pioches en fait au fur et à mesure de mes parties. Et par ailleurs, l'augmentation, alors non pas l'augmentation, mais la propriété, la capacité du sérum à faire en sorte qu'il n'y ait que le premier exemplaire de chaque carte qui compte dans la taille limite de ma main, honnêtement, ça servait à rien. Ça servait strictement à rien. La difficulté, enfin, la contrainte de la taille de main avec Harvey, en fait, avec le deck qu'il y avait, elle était inexistante. J'avais l'assistante de labo, donc plus 2, j'avais puits de science, donc plus 2, et illumination ésotérique, donc plus 1. Donc même si j'avais pas les 3, si j'en avais que 2 sur 3, j'avais au moins une taille de main limite de 11. Donc en vrai, aucun souci, c'était pas un sujet. Honnêtement, voilà, ça fait 2 investigateurs d'affilée que je joue, avec lesquels je veux, on va dire, tirer parti du sérum d'amplification des rêves. Honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, à mon avis, encore une fois, sur ces 2 expériences-là, le sérum d'amplification des rêves est un échec dans le design de la carte. Trop cher, pas assez d'emploi en matière de pioche, et ce qui me fait dire, avec une petite digression, que est-ce que en fait le pack des dévoreurs de rêves a pas été un peu alors pas fait à la va-vite, mais présente pas vraiment toute une série de cartes qui sur le papier semblaient prometteuses et qui dans les faits n'ont pas du tout été à la hauteur des espoirs qu'on avait placés en eux. Le sérum, le cristalliseur des rêves, et jusqu'à il y a peu, c'est vrai que le limier invoqué, avant que Charlie Kane sorte, c'est vrai que c'était une carte qui était franchement très très peu usitée. Je pense aussi à la babiole cauchemardesque. Voilà, sur le papier c'est super, et pour autant c'est jamais joué, donc je sais pas. Autant il y a des cartes très très bonnes avec les dévoreurs de rêves, on pense notamment aux événements mystiques, là comme ça, sans aller chercher plus loin. Mais c'est vrai que en matière de soutien, de plus en plus je me dis, mais en fait, il y a un truc qu'ils ont loupé. Il y a vraiment un truc qu'ils ont loupé, il y a des cartes qui auraient pu aller très très bien dans certains archétypes, et finalement, ils sont passés, à mon avis, à côté de la plaque. Dernière chose sur le retour d'expérience pour le multi, du coup. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. En vrai, le deck fonctionne tellement bien, Harvey enquête avec une telle efficacité que en fait, tout ce qui manque, c'est de pouvoir choper les indices 2 par 2. Et pour ça, si on joue en multi, logiquement, vous avez Harvey, votre coéquipier c'est un gardien, ou à tout le moins c'est un combattant. Pour moi, tout ce que vous avez à faire, c'est enlever le lexique occulte et la pierre ancienne et mettre 2 nécessaires empreintes digitales. Vous les mettez tous les 2. Avec l'illumination ésotérique, ça va vous permettre en fait d'avoir les 2 nécessaires empreintes digitales de poser, plus un fragment de Célano ou une mémoire macabre. Et du coup, en fait, vous allez bypasser, aller au-delà, contourner la limite du nécessaire empreinte digitale qui s'incline quand vous enquêtez. Là, imaginons que vous avez les 2 nécessaires empreintes digitales plus les fragments de Célano en main, de poser, avec l'illumination ésotérique. Harvey, vraisemblablement, aura une intelligence à 6. Avec l'enquête du nécessaire empreinte digitale, il sera à 7. Après, vous avez des boosts. Mais vous allez pouvoir, première action, enquêter avec le nécessaire empreinte digitale, choper 2 indices, vous déplacer, enquêter avec le deuxième nécessaire empreinte digitale, choper 2 indices à nouveau. Ce qui fait que, une fois votre mise en place effectuée, complète, vous pouvez sans difficulté, sans combo rocambolesque, récupérer 4 indices par tour sans aucun souci et avec un deck de niveau 0. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à faire.
On pourrait envisager d'autres choses, des trucs un peu plus strucoïdes, on pourrait peut-être partir sur les glyphes archaïques, pierres d'orientation, mais comme ça occupe un slot d'arcane, ça voudrait dire qu'on enlèverait vision d'avenir. Honnêtement, je pense qu'avec Harvey Walters, il faut jouer cet archétype main pleine, cette vision d'avenir, voire même 2 visions d'avenir pour aller le plus vite possible. Effectivement aussi, pour du multi, en trio, on jouera assez facilement le nécessaire empreinte digitale de niveau 4 de façon à gratter les indices 3 par 3. Voilà, ça c'est clairement un bonus qu'on a avec les clés écarlates, c'est avoir ce nécessaire empreinte digitale de niveau 3, de niveau 4 pardon, pour récupérer les indices 3 par 3. On pense aussi à d'autres événements comme s'attirer les ennuis, voilà, qui sera utile aussi si jamais on veut, avec vision d'avenir, récupérer des indices de façon rapide. Voilà ce que j'ai à vous dire pour Harvey Walters. J'espère que la vidéo vous a plu. Au niveau des chercheurs, on va continuer en prenant une tangente et venir sortir un peu de toute cette mécanique de main pleine, méga pioche, etc. en s'orientant davantage sur Vincent Lee. Et là, en fait, je vais essayer de venir effectuer la synthèse entre, d'un côté, la mise en place éclair que j'avais déjà testé avec Joe Diamond, avec le combo bien équipé sac à dos, et combiner ça avec de la, entre guillemets, méga pioche, c'est-à-dire un nombre de pioches vraiment très important avec Vincent Lee, pour voir à quel point ces deux modules, mise en place éclair et méga pioche, vont pouvoir emmener le personnage de Vincent Lee à un niveau stratosphérique ou pas. Et vous verrez ça sur la prochaine vidéo de la série des instincts de survie consacrée aux chercheurs solo difficiles. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.